Je regardais ce matin, juste avant notre podcast, je faisais des recherches sur les 15 premiers investisseurs de Uber. Donc, ils démontraient un 25 000 investi, un 200 000 investi. Qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui? Un 25 000 investi de Uber au départ vaut 125 millions aujourd'hui. On voit le nom des investisseurs et ça démontre à quel point qu'un investissement que tu faisais juste avant le début des années 2010, que ça peut devenir aujourd'hui. Mais bon, des Uber, il n'y en a pas des millions non plus. Donc, comme tu l'as mentionné, Power, il y a une entreprise qui peut faire toute la différence, dans le fond, à la fin de la journée. Donc, on est de retour sur le podcast Hypercroissance en mode discussion d'affaires. Et comme je vous l'avais promis dans les dernières semaines, je commence à faire évoluer le podcast Hypercroissance en m'entourant d'invités qui me fascinent et d'invités qui ont des connaissances dans des sujets excessivement intéressants du monde des affaires. Aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec Nektarios Ekonomakis, partenaire chez Amiral Ventures, un fonds de capital de risque. Nectar, merci d'être avec moi aujourd'hui sur le podcast Hypercroissance. Merci à toi, Antoine. C'est super le fun. On va parler de l'état du capital de risque en 2025, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis. Il y a beaucoup d'argent dans le système. Des fois, on parle souvent qu'il peut y avoir des ralentissements économiques, mais les VC sont prêts à investir de l'argent dans des grandes entreprises. Donc, on va pouvoir parler de tout ça. Mais juste pour prendre un petit peu de temps aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous expliquer, Nectar, un peu Amiral Ventures, où est-ce que vous en êtes en ce moment? On dirait qu'il va y avoir beaucoup de développement bientôt. Avant, tu étais dans l'entreprise PNR. Donc, tu as toujours été dans l'environnement stratégique du monde des affaires, les fonds d'investissement. Peut-être tu peux nous dire un peu où est-ce que tu en es en ce moment là, dans ta carrière. Avec plaisir, Antoine. Donc, premièrement, merci beaucoup de l'invitation. Super le fun. Avant de commencer à parler de moi, là, je vais vous conter rapidement une petite anecdote sur toi. Là. Donc, on a été les deux des voisins juste à côté un à l'autre là, de chez WeWork. Donc, c'était, je pense, à nous deux, nos premiers bureaux. Absolument. Donc, j'ai vraiment très bien suivi ton parcours, évidemment, fier écouteur de ton podcast. Et donc, oui, rapidement, Amiral. Donc, c'est quoi Amiral? Amiral, aujourd'hui, c'est 3 personnes. C'est moi, Frédéric Bastien, Dominique Bécotte. On a un nouveau fonds de capital de risque. Ça s'appelle un fonds émergent. Et on est toujours dans la partie de levée de fonds. Donc, on lève l'argent, mais ça progresse. On espère clôturer, faire un premier closing, comme on dit en anglais, en été, qui veut dire qu'on va être en marche. On va commencer à effectuer le métier d'investir dans des belles entreprises, dans des beaux fondateurs. Et donc, c'est ça un peu le métier. Donc, aujourd'hui, ça a été quand même long. On pourrait parler de le parcours du VC là, que j'ai appris évidemment sur le tas au cours des deux années et demie qu'on est en marche. Mais ça avance et on espère évidemment, comme je dis, commencer le prêt de travail dans quelques mois. Et toi, tu étais dans le service avant, beaucoup dans le volet consulting avec la firme de P&R. Qu'est-ce qui t'a intéressé de te lancer dans fonds d'investissement? Parce que c'est un modèle d'affaires qui est un mix de plusieurs choses. Hein? C'est-à-dire que tu as un volet qui est très, pardonnez-moi l'anglicisme, ici, scalable. C'est-à-dire que si tu as des entreprises qui peuvent aller très vite, tu peux, bien entendu, avoir des retours qui sont excessivement intéressants. Tu restes dans un domaine consulting. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu un mix des deux. Comment tu décrirais le tout de ton côté? Je commençais avec PNR. Donc, PNR, on était un service professionnel, mais en même temps, on avait bâti un produit. Il nous avait permis d'avoir un modèle d'affaires récurrent. Le mot en anglais s'appelle Productized Service. Donc, on avait bâti un modèle d'affaires de planification stratégique, mais aussi avec notre propre logiciel qu'on avait conçu. Et ça nous permettait d'éviter l'espèce de vague. Si tu connais comment c'est en service, c'est des fois tu gagnes des grands clients, le revenu rentre, et là, le client part, et là, c'est des creux. Donc, nous, on avait quand même un revenu récurrent qui nous permettait d'être beaucoup plus stable, tu sais. Mais je n'avais jamais prétendu d'être un SaaS ou d'aller chercher du capital de risque. On l'avait quand même considéré, mais on avait aussi compris que notre proposition de valeur était vraiment concentrée sur la partie humaine, tu sais, la partie conseil à des actionnaires, au conseil de gestion, au board. C'est vraiment ça qu'on faisait comme métier, tu sais. Donc, tous les problèmes avec des personnes, tu sais. Et évidemment, un fonds de capital de risque, ça reste essentiellement un petit peu la même chose. Ça reste vraiment gagner la confiance des investisseurs, des LP qui croient en la mission du fonds et aussi bâtir la confiance avec les fondateurs qui ouvrent leur capital pour accueillir un fonds externe. Donc, c'est ça qu'on cherche à faire. Et évidemment, on va pas gérer les entreprises. Donc, notre but, c'est d'être vraiment plus des conseillers stratégiques des fondateurs pour quand ils ont des grands problèmes, ils nous appellent, on essaie de les aider.
On va pas être là pour les taper sur le doigt. C'est vraiment d'être des partenaires dans leur parcours. Et peut-être le dernier point, parce que il y a aussi cette vision que la technologie progresse beaucoup. On va parler peut-être de l'IA un peu plus tard, mais un fonds de service aujourd'hui doit aussi avoir une vision de comment est-ce qu'on intègre la technologie. On va pas juste, ça va pas être l'ancien, on sort la bouteille de scotch dans le bureau d'avocat, etc. La technologie doit être aussi au premier plan de la stratégie de toutes les entreprises. Non, c'est donc vrai. Nectar, j'aimerais commencer avec un point spécifique. Où est-ce que beaucoup de gens qui pourraient être des entrepreneurs qui écoutent le podcast vont se poser comme question? Quel type d'entreprise un fonds d'investissement comme le vôtre veut investir? Quel type d'organisation doit-on être? Parce que c'est une question que beaucoup de gens se posent. Est-ce que ça fait du sens pour moi de lever des fonds? Est-ce que un VC peut vraiment avoir un retour intéressant avec une organisation comme la nôtre? Il y a des paramètres très souvent à respecter qui ont fait leur temps à travers les 5, 10, 15, 20 dernières années qui ont démontré que ces organisations-là pouvaient absorber du capital et par la suite obtenir cette fameuse croissance, voire hypercroissance. Peux-tu expliquer, selon toi, selon ce que tu vois, quel type d'organisations peuvent absorber de l'injection de capital de risque? Non, c'est une très bonne question. Je vais commencer peut-être avec un petit grain de sel, parce que je ne suis pas l'expert de capital de risque. Je suis un peu nouveau dans le métier, donc j'apprends beaucoup. J'ai appris beaucoup au cours des 2 dernières années. Donc, je ne veux pas dire, je suis comme le vétéran du VC qui a tout vu passer, voici exactement la formule. Mais j'ai quand même vu au cours de ma carrière, surtout chez PNR, c'est qu'il y a la vraie réponse, c'est que ça dépend. Ça dépend. C'est parce qu'il y a plusieurs dimensions à ta question qui la rendent plus difficile à répondre. Mais je vais essayer quand même de donner quelques indices pour les entrepreneurs, des fondateurs qui sont sur la ligue, qui écoutent. Donc, le premier, c'est que un fonds de capital de risque, il n'y en a pas un le même. Donc, chacun a des thèses différents, des stades différents. Chacun va avoir une certaine détermination de qu'est-ce qui rend une entreprise attrayante ou non. Il y a aussi beaucoup qui ne vont pas nécessairement prendre le lead, comme on dit en anglais, qui ne vont pas nécessairement écrire la term sheet, donc ils vont simplement suivre l'apparat. Donc ça, pour notre peur, c'est très important de comprendre. De l'autre côté de la table, c'est le type d'investissement que le fonds de capital risque effectue. La vraie question, vraiment, c'est pour les fondateurs. Donc, tu viens de partir d'une entreprise, quoi, évidemment, ce que tu fais à ton modèle. Donc, c'est à toi vraiment de déterminer est-ce que je pense que ce que je suis en train de faire vaut vraiment d'aller du côté du VC, du capital de risque. Et pour moi, il y a vraiment 2 questions importantes à se poser là-dessus. La première, c'est mais pourquoi est-ce que j'ai besoin de cet argent? Donc, pourquoi vendre une partie de mon entreprise à un étranger? Donc, tu dois vraiment avoir un peu cette conviction que je suis en train de faire est plus grand que moi. Parce que ça vient avec douleur d'essayer de lever une ronde, ça vient avec la perte de l'équité, un peu de contrôle, et ça peut aussi virer. Donc, on a plein de situations où un fondateur se fait virer dans son entreprise. Donc, on ne peut pas dire évidemment que c'est ça qui arrive tout le temps, mais tu ouvres un peu le risque à ce que ça arrive. Donc, ça revient à cette notion de j'y crois beaucoup à tout fait. Et c'est vraiment le fondateur qui peut juste répondre à ça. Donc, c'est évidemment intrinsèquement relié au modèle d'affaires. Si je me barre quelque chose, j'essaie de trouver un exemple. Je me barre quelque chose qui, par la nature même de la mission, est ambitieuse, je veux conquérir le monde, mais oui, le VC, c'est quand même quelque chose qui doit être considéré. Donc, si tu as une grande ambition pour ton entreprise. De l'autre côté, tu dois aussi être honnête avec toi-même. Est-ce qu'il y a un vrai potentiel pour faire un 10 ou un 100 fois en termes de retour? Donc, c'est ça une vraie première question. Et la deuxième, si tu dis oui, je veux chercher du capital de risque, mais la deuxième, tout aussi importante, c'est avec qui? Parce que c'est pas le nom de la marque, de la firme, que ce soit une firme réputée ou non, c'est l'associé, dans le fond, qui va prendre ton dossier en charge. Donc, il faut vraiment avoir une relation de confiance avec cette personne. Je reviens à ce mot de confiance parce que, encore une fois, ça va être vraiment pratiquement comme un cofondateur financier que tu vas avoir avec ce genre de situation, surtout quand tu es trop dans le parcours. Et pour revenir peut-être à mon premier point, tout dépend, parce que je pense que tu peux bâtir une entreprise de grand succès sans aller chercher du capital. En anglais, on dit ça, c'est du bootstrapping.
On a des super exemples de ça. Si tu connais Simon, tu Workleap, ils ont travaillé 16 ans à bâtir une entreprise aujourd'hui qui a plus de 9 chiffres en revenus récurrents avant d'ouvrir le capital à la caisse. Donc, ça se fait. Donc, tu n'as pas nécessairement besoin. Et aujourd'hui, ça se fait de plus en plus avec les outils qui existent, de pas nécessairement essayer de diluer rapidement. Donc, bref, bonne question. Réponse un peu longue, mais la réalité de la chose, c'est que, ultimement, c'est que est-ce que ce que tu es en train de faire, y a-t-il un potentiel mondial? Est-ce que tu y crois à cette mission vraiment pour te donner un peu cette douleur pour aller dans le parcours VC? Et on entoure des organisations avec des modèles d'affaires, j'imagine, récurrents, technologiques, avec des marges brutes quand même assez élevées, qu'on peut retrouver dans des SaaS traditionnels ou dans des entreprises tech traditionnelles qui, comme tu l'as mentionné, ont des potentiels de scale, de croissance 100 fois. Ça devient des paramètres essentiels pour vous parce que sinon, ça peut être difficile de trouver une sortie qui pourrait faire du sens pour le fonds, là. Oui, parce que je vais donner les paramètres d'un fonds. Pourquoi ça doit être de même? C'est parce que c'est pour, disons, quelqu'un qui investit dans un fonds, c'est de l'argent que tu ne vas pas revoir pour 10 ans. Donc, il y a quand même une période assez longue. C'est difficile d'en sortir. C'est pas évidemment des investissements dans le marché public que tu peux retirer n'importe quand. Et donc, qu'est-ce qui veut dire? Ben, si je prends un peu ce compromis-là, je dois m'attendre à un retour plus grand. Versus le mettre, évidemment, aujourd'hui, dans le S&P, tu fais un 10% facilement. Donc, il faut aller chercher un retour plus grand, mais ça comporte un degré de risque plus élevé, d'où capital de risque. Donc, c'est sûr qu'un VC cherche des opportunités attrayantes qui ont un grand scale. Et ce qui est le fun avec ce type d'investissement sur asset class, c'est que mais le retour, des fois, peut être complètement démesuré. Donc, versus Absolument. un retour traditionnel, disons, dans des fonds publics, si on le voit assez souvent, en anglais, ça s'appelle the power law. Donc, il y a un investissement qui peut rapidement retourner tout le fonds, faire un 100x, par exemple. Ça arrive rarement, mais quand ça arrive, tu veux être dans ces entreprises-là. Exactement. Je regardais ce matin, juste avant notre podcast, je faisais des recherches sur les 15 premiers investisseurs de Uber. Donc, ils démontraient un 25 000 investi, un 200 000 investi. Qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui? Un 25 000 investi de Uber au départ vaut 125 millions aujourd'hui. On voit le nom des investisseurs et ça démontre à quel point qu'un investissement que tu faisais juste avant le début des années 2010, que ça peut devenir aujourd'hui. Mais bon, des Uber, il n'y en a pas des millions non plus. Donc, comme tu l'as mentionné, Power, là, il y a une entreprise qui peut faire toute la différence dans le fond à la fin de la journée. J'ai quelques questions pour toi pour essayer de te donner du contexte, Nectar. Bon, la grosse question, c'est que souvent on entend ces fameuses organisations américaines, ces fameux fonds américains qui ont beaucoup d'argent à venir injecter dans le marché. Et là, on se pose la question, nous, en tant que Canadiens, est-ce qu'il y a le même marché qu'on a sous la main? Donc, quelques chiffres pour toi. Regarde, en 2024, si je regarde le montant total investi en capital de risque aux États-Unis, il y a eu 208 milliards de dollars. Et au Canada, 7,86 milliards. Le point que je veux amener à ton attention ici est le suivant. Qu'est-ce qu'il y a de tant différent entre les deux pays? Bien entendu, on a un pays américain qui est drastiquement plus gros, mais est-ce que c'est l'appétit? Est-ce que c'est la vision? Est-ce que c'est la compréhension du marché? Parce qu'au final, en étant Canadien, on pourrait investir également dans des entreprises américaines et vice-versa. Qu'est-ce qui différencie un petit peu les deux pays dans ce que tu vois jusqu'à maintenant, dans tes 2 ans maintenant dans ce projet? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a plusieurs angles à prendre à ta question. Donc, je pense que, oui, la grande différence États-Unis, Canada, et on pourrait peut-être parler plus spécifiquement des régions, parce que même les États-Unis, c'est grand. Donc, on peut avoir des régions classiquement, ça fait évidemment la Californie, la New York, etc. Donc, je veux dire, un point rapide. Donc, le premier, c'est que quand j'entends du monde dire, on veut bâtir la prochaine Silicon Valley, il y en a juste une, c'est en Californie. Et c'est un peu, l'analogie que j'aime ici, c'est comme le vin français. Donc, on pourrait bien prétendre de commencer à faire des vignobles ici, mais ils ont littéralement 15, 30 générations d'avance. Et donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que pourquoi la Silicon Valley est ce qu'elle est, c'est parce qu'ils ont juste plus de générations de fondateurs, de sorties, d'argent recyclé dans l'écosystème, qui fait en sorte que là, ils sont à un autre stade. Ça n'enlève rien de notre marché parce que je pense qu'on n'a pas nécessairement à se flageller parce qu'on a des super belles entreprises, beaucoup des découvertes scientifiques qui sont utilisées à travers le monde aujourd'hui. On peut parler du téléphone intelligent, par exemple.
ont des racines canadiennes. Donc, on n'a pas, comme je dis, on n'a rien à s'enlever, mais tout simplement, c'est l'ordre de grandeur est beaucoup plus grand aux États-Unis et ça va rester de même. Donc, je pense que c'est absolument normal. Donc, un deuxième point que je veux quand même adresser, c'est sur cette notion de différentiel de qualité entre les entreprises. Je pense qu'au Canada, encore une fois, les fondateurs, on en a plein de super brillants, tu sais. Et il y en a toujours une nouvelle cohorte de super brillantes personnes qui sortent. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que la dynamique, c'est que les États-Unis, d'habitude, les attirent. C'est un peu la dynamique qu'on va essayer de contrer avec Amiral, mais je pense que c'est beaucoup plus systémique dans le marché. C'est que j'ai entendu une stat ce matin qui était peu déprimante. 80% des gradués en software engineering de l'Université de Waterloo, qui est la première université au Canada en software, 80% de ces personnes disent qu'ils veulent partir aller en Californie après leurs études. Et c'est vraiment triste parce que on forme ce monde et veulent aller quelque part d'autre. C'est du monde brillant de talent. Donc, je pense qu'on n'a rien nécessairement, comme je dis, à s'enlever à la qualité des personnes, mais les États-Unis, c'est un peu le centre de gravité et ça attire beaucoup de notre jeu aussi. Donc, c'est quand même deux dynamiques que je mets sur la table. Ça fait énormément de sens. Et bon, vous, de votre côté, est-ce que vous voulez davantage investir dans des boîtes canadiennes ou vous avez une ouverture également pour aller investir dans des boîtes américaines? Notre mission, c'est vraiment canadienne. C'est vraiment canadienne. Parce que je pense que, comme j'ai mentionné, c'est pas le talent qui manque. Ce qui manque, c'est le capital. Donc, on veut être une source de capital qui va prendre le lead, mener les rondes, essayer de convaincre le fondateur de rester ici. Et il y a une seule façon, parce que les meilleurs fondateurs, on les voit. Ça va être, ils peuvent générer la concurrence pour leur entreprise. Et donc, la seule façon de le faire, c'est de le mériter. Donc, on peut pas l'imposer. Et donc, de l'autre côté, mais il faut avoir une proposition de valeur qui parle à ces personnes-là. Donc, qui vaut de leur temps. Donc, on a déjà quand même plusieurs bons fonds VC. Je peux penser à Innovia, Bright Spark, à Georgian, Golden, Panache. Il y en a plein, mais juste d'une façon encore d'ordre de grandeur, il y en a 100 fois plus aux US. C'est peut-être pas le bon chiffre, mais il y en a beaucoup, beaucoup plus. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il y a plus d'options aux US pour les fondateurs. Donc, c'est ça qu'on a besoin. On a besoin de plus de capital privé, de qualité pour les fondateurs d'ici. On fait une petite pause sur l'épisode en cours parce que je veux vous poser une question. Est-ce que, comme moi, les tarifs américains vous font peur? Eh bien, oui. Les tarifs sont maintenant à nos portes et on doit se retrousser les manches. On doit trouver des façons d'aller générer de la croissance malgré les bâtons qu'on se fait mettre dans les roues. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux vous parler de Hello Darwin. Hello Darwin, c'est une organisation qui vous permet d'aller chercher toutes les subventions dont vous avez le droit. Et vous savez quoi? Des subventions concernant l'exportation, il y en a des tonnes au Canada. Il y en a une nouvelle Cannes Export qui revient sur le marché et l'équipe de Hello Darwin est capable de faire tout le travail administratif pour vous. Allez vous chercher l'argent, le mettre dans votre compte en banque et vous permettre de continuer à aller chercher cette croissance ou plutôt cette hyper-croissance. Et l'équipe de Hello Darwin est un partenaire depuis très longtemps maintenant du podcast. Et la raison pour laquelle on les aime autant, c'est qu'ils sont capables de vous trouver l'argent qui va être capable de vous permettre de débloquer la prochaine étape, la prochaine croissance, la prochaine expansion de votre organisation. Allez les voir au go.hellodarwin.com/hypercroissance et obtenez 10% de rabais en travaillant avec eux. Donc, je le répète, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'Hello Darwin vous garantit littéralement qu'ils vont être capables d'aller vous chercher l'argent en subvention. Et si ça ne fonctionne pas, ils vont vous rembourser ou vous payer la différence. Donc, c'est sans risque. Allez les voir, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Ils font le travail pour vous pour aller vous chercher vos subventions et contrer ces fameux frais de douane. De retour à l'épisode en cours. Intéressant. Je continue un petit peu là-dessus. Il y a un point qui est intéressant dans cette dynamique d'injection de capital en ce moment dans les organisations qui peuvent atteindre cette fameuse hypercroissance. C'est le volume d'argent qui est injecté qui, paradoxalement, n'est pas corrélé avec le volume de transactions. Donc, un peu de chiffres pour les gens qui nous écoutent. Je regardais 6% moins de transactions aux États-Unis dans la dernière année, mais avec 29% de plus de capital qui a été injecté.
Et là, bon, ça commence à se poser des questions, de se dire pourquoi tout ça se déroule. J'imagine que l'intelligence artificielle a de quoi dire ici. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que tu remarques un peu, toi, de ton côté en ce moment, en faisant tes recherches, en étant dans cette catégorie? Est-ce que les rondes sont simplement plus élevées? Je voyais l'ancienne CTO de OpenAI cette semaine qui est en train de faire une ronde pour sa nouvelle entreprise Think Machine Labs, une ronde de lancement, une seed round à 2 milliards de dollars pour lancer son organisation. On n'avait pas ça avant. Est-ce que je me trompe? Non, je pense que tu as même raison là-dessus. Donc, il y a plusieurs grandes tendances. Je veux dire, première chose, donc il y a ça de l'année passée qu'il y a eu plus d'argent, mais moins de rondes. Et tout simplement, si tu regardes les données, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que beaucoup de ce capital-là est simplement allé à des rondes de croissance. Donc, pratiquement des IPO déguisés. Tu sais. Donc, je peux parler d'un exemple canadien assez connu. C'est Clio, qui a été, je pense, la plus grande ronde de capital de risque canadienne avec 800 millions. Et le fondateur absolument incroyable, Jack, là. Mais eux, ils sont déjà à 250 millions de ARR en croissance. Et donc, pour eux, c'était comme pratiquement un mini IPO, donner la liquidité à leur premier investisseur, se préparer pour aller à 1 milliard. Mais comme je dis, il y a beaucoup d'argent qui allait à un deal. Qu'est-ce qui manque, spécifiquement au Canada, je retourne aux US pour le prochain point, c'est au Canada, il manque plus de petits chèques pour les fondateurs. Donc, c'est ça qui est un des enjeux qu'on a. Si l'entreprise, tout va bien, tu génères plus que 5 ou 10 millions de revenus, il n'y a pas de problème pour lever une ronde au Canada. C'est vraiment quand il y a plus de risques, c'est ça, d'où il y a de risques. Et là, de l'autre côté, tu l'as bien mentionné, Antoine, c'est l'IA, tout ce qui se passe sur l'intelligence artificielle. Là, il n'y a pas de problème nécessairement d'argent. Même dans les rondes plus tôt, plus early stage, il y a eu plein de rondes qui ont été quand même hautement concurrentielles, qui ont eu de belles croissances. C'est aussi parce que le marché est là. Si tu as entendu parler de quelques entreprises qui sont en hyper-croissance, pun intended, un premier exemple, c'est Cursor qui a fait genre 9 chiffres de revenus récurrents en moins de, je pense, 12 mois, quelque chose de ridicule. Donc, il y a cette grande vague de tendance de croissance, excuse-moi, qui est vraiment accentuée par ces nouvelles technologies-là. Et l'autre chose, tu as parlé des mega seed rounds, je vais peut-être moins m'aventurer là-dessus, comme l'ancien chief scientist cofondateur de OpenAI, Ilya Sutskever, qui a aussi fait une ronde d'achat. Ouais. Je pense que lui, c'était 1 milliard. Donc, dans ces rondes-là, c'est plus le côté, mais on est en train d'éventer le feu. Donc, tout est nouveau dans le monde d'IA aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de corrections que le marché adressable est juste tellement grand que des fonds disent, mais fine, on va mettre 1 milliard, c'est correct. Et peut-être pour être un peu plus tactique, mais pourquoi 1 milliard littéralement dans une ronde de cible? Mais ce qui arrive, c'est que le calcul des VC dans ce cas-là, c'est qu'ils vont être achetés par un des gros au minimum du coût de la ronde, donc ils ne vont pas nécessairement perdre leur argent. Ça va être un des grands. Ils vont vouloir avoir un ex-OpenAI comme dans leur rang. On l'a déjà vu, Google a fait une acquisition de la sorte, je pense à 2 quelques milliards de personnes très fortes en IA pour venir mener leurs équipes. Donc, c'est ça la dynamique peut-être de ces rondes un peu folles, mais généralement, early stage en IA, ça se passe quand même bien. Non, puis c'est tellement vrai. Puis c'est donc fascinant de voir un peu cette dynamique-là parce que, et je pense, si je ne me trompe pas, l'entreprise que tu parles, c'est Character AI que Google a acheté 2,7 milliards. Et ce qui se déroule très souvent dans des contextes de la sorte, comme tu le mentionnes, c'est que même si l'organisation ne va pas atteindre ce point d'inflexion de 10 milliards ou de 5 milliards de revenus, bref, ultimement une émission publique même, ils peuvent simplement se faire acheter l'équipe. Donc, le fameux acquire à un prix où est-ce que tout le monde ne perdra pas d'argent. Et comme tu l'as vu, parce que je pense que c'est ce qui s'est déroulé quasiment un peu avec Character AI. Ils sont allés chercher l'équipe pour l'amener dans l'équipe de Google pour bâtir encore plus leur intelligence artificielle à l'interne. Là. Exact. Quand tu regardes le market cap de Google, sur quelques trillions, 2 milliards, c'est rien. Donc, et si ça peut, encore une fois, faire un mini point d'inflexion pour eux, c'est rien. Donc, ça vaut le risque. Et où la valeur dans l'intelligence artificielle en ce moment? Donc, je vais essayer de préciser un peu plus ma question. On dirait que les modèles avec lesquels on va travailler à travers le temps ont l'air d'avoir déjà été identifiés.
ce serait surprenant que d'autres joueurs viennent s'intégrer dans la course contre les Google, les Grok, les Twitter de ce monde, les Meta, les OpenAI. Donc, les modèles, les Large Language Models semblent avoir pris place et être bien installés. Donc, à partir de là maintenant, où vient s'installer la valeur? Est-ce que c'est dans le domaine un petit peu plus des logiciels, dans le domaine des applications, ou est-ce que les investisseurs ont un très bon appétit de venir investir? Qu'est-ce que tu vois un peu de ton côté? Moi, je pense à 4 niveaux et je pense que 2 des 4 est quand même assez joué. Tu sais, donc, le premier, je pense que tu l'as bien dit, c'est tout ce qui était Frontier Model LLM, où est-ce qu'il y a des gros sous, tu sais, des grandes équipes. Et même là, j'allais dire, je suis pas sûr de ce point-là. Je dis, ah oui, c'est juste, ça va être une course à 4 chevaux. Mais personne ne parlait d'une compagnie chinoise il y a 2 mois, là, tu sais, même pas. Ouais, Tu sais, et donc, on faisait ce podcast il y a 3 mois, on aurait dit, ah non, c'est une course, personne n'aurait prédit une compagnie chinoise qui fait quelque chose. Donc, même là, je suis pas sûr de dire, je mettrais ma main sur le feu pour dire, ah oui, ça va être juste, tu sais, Facebook, Google et tu sais, OpenAI. Donc, mais oui, généralement, ça prend un peu plus de sous pour compétitionner là-dessus. Et ce monde-là progresse extrêmement rapidement. Le deuxième, c'est tout ce qui est compute. Et là, je vais dire, là, c'est plus certain de dire que c'est vraiment juste Nvidia et quelques mini-joueurs qui commencent à monter. Les 2 autres, j'allais dire, c'est tout ce qui est data et tout ce qui est applicatif. Donc, si tu as du data intéressant à valeur ajoutée, je pense que tu peux bâtir quelque chose. Mais ça, j'allais dire, c'est plus horizontal. Peut-être plus vertical, c'est vraiment tout ce qui est, comme tu as dit, applicatif. Donc, par exemple, on a fait un premier investissement de notre côté l'année passée dans une compagnie qui s'appelle Maxa, tombe clairement dans la catégorie de IA appliquée et IA en vertical. Et c'est là où est-ce qu'on voit vraiment des joueurs super intéressants. On a mentionné Cursor, tantôt. C'est du AI pour tout ce qui est le code. Vraiment des exemples qui sont vraiment en essence, vraiment en ébullition aujourd'hui. Et ça fait que commencer. Et quand tu parles d'applications ici, juste pour être certain, est-ce qu'on parle vraiment d'organisations qui, à la base même, sont bâties avec l'intelligence artificielle ou simplement en intégrant un degré d'intelligence artificielle, on peut aller chercher un facteur plus intéressant dans notre valorisation? Ouais, un peu des 2, là, tu sais, sinon, c'est quoi, l'ancien blague, tu sais, c'est comme, tu sais, il y a 2 langages pour l'IA, tu sais, intelligence artificielle, c'est écrit en PowerPoint et Python, c'est écrit et machine learning, c'est écrit en Python, tu sais. Donc, oui, si tu rajoutes, tu sais, sur les slides, tu fais du AI, je pense qu'aujourd'hui, il faut le faire, tu sais, donc c'est absolument le cas, mais la vraie opportunité, c'est pour des compagnies qui sont natifs AI, qui commencent avec ça en tête, sans nécessairement avoir un ancien modèle d'affaires. Et tu sais, là où tu en as parlé un peu d'enregistrement, tu as parlé de SaaS, on fait un SaaS pour l'IA appliquée. C'est là que ça devient intéressant parce que je pense que, c'est quoi l'expression en anglais, the jury is out. Tu sais, je pense qu'il y a plein de nouveaux modèles d'affaires qui sortent. Tu sais, par exemple, ça remplace, il y a une grande composante de l'IA applicatif parce que ça remplace carrément l'humain. Et donc, comment est-ce que tu charges pour ça? Tu sais? Donc, tu ne charges pas par tête en SaaS. Est-ce que tu charges par RAW? Tu sais? J'ai eu une conversation avec une entreprise hier là-dessus. C'est pas clair encore comment on va le faire. Tu sais? Donc, est-ce que tu charges par la requête? Donc, super fascinant. J'ai quand même, ça, c'est la partie que je trouve fascinante. On va voir des nouveaux modèles d'affaires émerger dans les prochains mois et j'ai vraiment hâte de suivre ça. Et ce que je trouve fascinant, et j'aimerais t'entendre un peu sur ta vision du marché ici, c'est que le standard maintenant en tech, et tu vois, moi-même, je bâtis un logiciel depuis à peu près 1 an et demi, et ce que je vois se mettre en place, c'est en anglais, on utilise l'expression race to the bottom en termes de prix. J'ai réellement l'impression qu'il y a une opportunité assez exceptionnelle qui se met en place en ce moment sur le prix des applications, le prix des logiciels, et ça revient un petit peu à la faute de ce qu'on a été capable de voir avec ChatGPT, qui offre pour 20 $ par mois ce que quasiment aucun logiciel sur le marché dans le monde est capable d'offrir pour ce même prix en ce moment. Est-ce qu'en discutant avec des fondateurs des entreprises en ce moment, la composante de prix, la composante de se comparer à un modèle comme ChatGPT, de se dire voici le standard aujourd'hui que les gens s'attendent à payer à 20 $ par mois dans le produit technologique. Est-ce que c'est des discussions? Est-ce que c'est des choses que tu vois? Ouais,
C'est un bon point. J'allais dire, je le prends en langue différente. Je ne vois pas spécifiquement cette question. Ça me fait passer un peu au lancier, tu sais, la comparaison avec Netflix. Tu sais, pour 20 $ par mois, tu as accès à tous les films, etc. Mais je le vois plus en niveau déflationnaire. Tu as parlé, donc le coût de logiciel va descendre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est cette question d'embauche. Il y a une autre notion que je pense beaucoup en anglais, ça s'appelle seed strapping. Donc, tu lèves une ronde de seed et pour le reste, tu fais du bootstrapping. Tu sais? Donc, encore désolé pour l'anglais, mais vraiment cette notion de ben, tu lèves un peu d'argent au début et tu n'as plus besoin d'aller te Ouais, diluer dans le futur parce que tu es cash flow positif par la suite, tu sais, parce que tu es tellement absolument. efficace. Tu sais. Donc, la notion de oui, peut-être question de prix, combien tu charges pour ton application. Ça revient à notre conversation précédente. Je pense qu'il y a des choses innovatrices à faire. Mais si tu crées la vraie valeur pour le client dans un vertical précis, mais le client va payer pour. Tu sais. Évidemment, ça ne peut pas être nécessairement. Tu ne vas pas continuer sur faire un autre ChatGPT, mais tu fais quelque chose de similaire dans un domaine que ChatGPT ne fait pas ou qui est augmenté par ChatGPT en utilisant leur API. Je pense que tu vas être dans une bonne place. Hmm. Et bon, on parle beaucoup d'IA. Bien entendu, c'est le terme sur les lèvres de tout le monde en ce moment, autant des opérateurs que des investisseurs. Quels sont les autres secteurs que tu regardes, que tu sens qu'il y a de l'appétit pour de l'injection de capital, qu'il peut y avoir des belles percées de croissance? Bon, c'est sûr que quand on parle de logiciel, IA est rendu un peu la nouvelle façon de faire. Tu sais. Donc, je pense que c'est juste c'est dire comme mobile en 2015, tu sais, comme si c'était pas de stratégie mobile, mais tu sais, donc c'est pas mal la chose la plus intéressante qui se passe. C'est sûr, il y a plein d'autres technologies dans d'autres créneaux. Tu sais, on peut penser en énergie, tu sais, en biotechnologie, des choses qui se passent. Je m'intéresse pas nécessairement par la question dans mon métier d'investisseur, mais plus du côté personnel, du côté énergétique. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que, étant donné, évidemment, c'est intrinsèquement aussi relié à l'utilisation, l'IA. Tu sais. Donc, ça coûte beaucoup en termes d'électricité. Et je regarde surtout de ce qui se passe du côté nucléaire. Tu sais. On le voit aux États-Unis. Tu as peut-être vu les nouvelles un peu que les grands tech cherchent à faire des contrats en direct avec des centrales nucléaires. Nos voisins à l'ouest ont pris la commande de SNC pour bâtir des nouveaux réacteurs nucléaires ici à côté. Donc, on a déjà la technologie au Canada pour bâtir le nucléaire. Donc, il veut dire que c'est une technologie fiable à bas coût. Je pense qu'il y a plus une question sociale, tu sais, d'acceptabilité sociale qu'il faut évidemment comment dépasser. Parce que tu sais, je pense qu'on est chanceux. Tu sais, c'est peut-être le côté, le bon et mauvais côté de la chose. Au Québec, on est chanceux d'avoir les Québec, mais c'est pas nécessairement une énergie à l'infini non plus. Donc oui, ça a un faible coût, mais on n'a pas nécessairement de stratégie nucléaire non plus. Tu sais. Donc je pense que si je regarde avec un chapeau optimiste de hey, qu'est-ce qui peut se passer de bien dans le monde et peut-être réduire les conflits, c'est deux choses. Avoir l'énergie pratiquement gratuite et abondante et avoir de l'intelligence gratuite et abondante. Si on parle ici évidemment d'un ChatGPT et autres. Je pense que ces deux choses-là vont nous mener plus vers une utopie que l'autre côté. Et c'est quoi ta vision par rapport à l'énergie nucléaire au Canada? Parce que si on le rappelle, c'est une des énergies les plus propres, mais comme tu l'as mentionné, il y a un des enjeux d'acceptabilité, pardonne-moi, sociale pour des raisons qui ont marqué nos imaginaires il y a plusieurs dizaines d'années de cela maintenant. Est-ce que tu crois qu'il y a des possibilités qu'on soit vraiment un vecteur de changement concernant l'énergie nucléaire au Canada? Je pense qu'il y a quand même certains, parce que ça devient une conversion politique et là, c'est comme je dis, c'est des choses que je m'assume comme plus comme citoyen que versus expert. Donc, tout ce que je veux dire, c'est à écarter ou mettre un discount là-dessus. Moi, c'est sûr que je pense qu'on devrait l'explorer plus en détail. Faire des études et comprendre plus. Je ne veux pas dire qu'il faut se lancer là-dedans sans réflexion, mais je fais juste regarder d'autres marchés. On peut regarder la France et la Chine. Mais pourquoi est-ce que ces marchés, leur pays, leurs leaders politiques ont déterminé qu'il faut le faire? La France étant l'exemple, évidemment, c'est peut-être plus proche à nous en termes de culture, mais ils le font. Et pourquoi nous, on ne le fait pas? Donc, je me poserai un peu ces questions-là. Encore pour revenir à cette base, si on est capable de réduire le coût de l'énergie, mais c'est un peu la base de tout le reste de l'économie. Donc, si c'est un plus bas coût, tout le reste des choses qu'on produise vont coûter moins cher. Et ça, c'est, je pense, bien pour l'économie. Donc, pour revenir à ta question de qu'est-ce que je regarde en termes de tech, c'est sûr que mon quotidien se passe vraiment lire, comprendre tout ce qui se passe plus dans le monde software. C'est là, je
pense, les plus grandes innovations aujourd'hui, objectivement parlant, qui vont avoir des grandes répercussions pour les prochaines décennies se passent là. Fascinant. Bon, avant que je te laisse filer, quand on va avoir plus de nouvelles là, de Amiral Ventures, c'est quand qu'il va y avoir des annonces, tout ça, quand on peut en savoir un peu plus? Je vais peut-être pas me jeter trop tôt, là, mais c'est sûr, je vais t'en parler plus en détail. C'est sûr que là, on est toujours, comme je dis, en mode levée de fonds. Ça progresse bien notre bord. Oui, on a hâte. On a hâte de vraiment faire un super, attirer les bonnes personnes et créer une belle marque dans le pays. Parce que je pense, on le voit un peu le soir. On parle des fondateurs qui sont sur le terrain en train de bâtir et c'est comme, shit, j'aimerais bien avoir un autre fonds canadien. Donc, ça donne le goût de vraiment continuer notre métier et vraiment travailler fort pour y arriver. Donc, on espère pas trop loin. On va suivre ça de près. Est-ce qu'on se refait ça le tout le mois prochain, Nectar? Avec plaisir, avec grand plaisir. Fantastique. Bien, je te remercie. Pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.